Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la pleine lune du 24 avril. C'est une pleine lune très importante, comme nous allons le voir ensemble aujourd'hui, puisque cette pleine lune, c'est un petit peu l'entrée du Vésac. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Vésac ou de Shambhala. Je vais vous parler aussi de cette pleine lune du Taureau, que l'on appelle la pleine lune du Scorpion finalement, mais c'est la pleine lune, on l'appelle aussi communément la pleine lune du Taureau, puisque le Soleil se trouve dans le Taureau et la Lune se trouve dans le Scorpion. C'est pour ça qu'on appelle les pleines lunes là où se trouve la Lune, donc on dit la pleine lune du Scorpion. Mais quand on parle comme ça voilà, dans la rue, on va dire, eh ben, on va dire la pleine lune de mai, en fait. Voilà, la pleine lune de mai, sauf que nous sommes au mois d'avril. Donc tout ça, je vais revenir et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à cette entrée du Vésac, qui est une fête bouddhique et christique où les énergies christiques et bouddhiques se déversent sur la terre. Et ce que l'on peut remarquer également dans cette pleine lune, eh bien, il y a deux aspects majeurs. Le premier, c'est cette fameuse grande conjonction que tout le monde parle d'ailleurs en ce moment avec Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau. Et le deuxième fait majeur, c'est que nous avons la planète Pluton. Vous vous souvenez, la planète Pluton qui est entrée dans le signe du Verseau le 21 janvier dernier pour la deuxième fois consécutive, puisque la première entrée de cette planète, c'était en 2023. Et ensuite, elle a rétrogradé, elle est re-rentrée dans le signe du Capricorne, et puis elle est re-rentrée dans le signe du Verseau pour une deuxième fois, le 21 janvier, et elle va s'installer définitivement, cette planète, dans le signe du Verseau. Elle va faire encore une petite rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle va rentrer à nouveau dans le signe du Capricorne au mois de septembre, octobre, novembre, et ensuite, elle va rentrer définitivement dans le signe du Verseau. Donc, on peut dire que cette planète est en train de faire le yo-yo depuis 2023. En 2024, elle va véritablement s'installer au mois de novembre. Et donc, on baigne dans cette énergie de cette entrée de Pluton dans le Verseau qui est en train de s'installer pour une durée de 20 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, dans cette pleine lune, eh bien, nous avons un carré de cette planète Pluton à cette pleine lune. C'est-à-dire que nous avons un aspect de carré ici, entre la planète Pluton et la Lune, et la planète Pluton et le Soleil. Donc, c'est un fait majeur pour cette pleine lune. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, à liker. Et puis, je vous mets les liens ci-dessous si vous voulez me contacter en privé pour un rendez-vous par rapport à mes formations ou par rapport à mes guidances astrologiques. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette pleine lune. Alors, que peut-on dire donc de cette pleine lune qui est extrêmement importante? Alors déjà, nous sommes dans la pleine lune du mois d'avril, mais sachant que le Soleil est entré dans le signe du Taureau depuis le 19 avril, et il va y rester jusqu'au 20 mai. Donc, on a l'habitude de dire que dans le signe du Taureau, c'est plutôt au mois de mai. Bon, on a le fin avril, du 21, du 19-20 avril selon les années jusqu'au 30 avril. Et puis ensuite, on a toute cette partie de mai. Et bien souvent, quand on parle de cette pleine lune en relation avec le Vésac, et là, je vais vous en parler, on parle de la pleine lune de mai. Or, la pleine lune de mai, cette année, aura lieu le 23 mai, si je ne me trompe, ou le 24 mai, le 23 mai, je crois. Et donc, elle est très tard, c'est-à-dire que elle est tard dans le mois parce que le 24 mai, eh bien, nous serons déjà dans le signe du Gémeaux.
Or, c'est très important de savoir que le Vesak ou Shambhala, et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que cette fête pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est pendant la pleine lune de mai, pendant la pleine lune où le soleil se trouve en taureau. Alors, le Vesak, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est une fête au départ orientale. Au départ, en sanskrit, ça veut dire les moissons de riz. Et donc, à l'époque, on fêtait l'époque des moissons qui se trouvait toujours au mois de mai en Inde. Donc, c'est une fête orientale où on va fêter la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Ensuite, par extension, cette fête de la moisson de riz, ensuite, quelques centaines d'années après, eh bien, c'est devenu une fête bouddhique où on fêtait, voilà, la naissance et la mort du Bouddha et surtout son illumination. Donc, c'est pas juste une fête parce que les fêtes sont toujours en relation finalement avec le cosmos et les planètes. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'après, je vais vous parler de la fête de Pâques et de quelque chose qui arrive chaque année qui est assez miraculeux. Donc, dans cette fête du Bouddha, eh bien, ça a duré, ça a perduré pendant quelques milliers d'années, on va dire, et depuis quelques décennies, eh bien, c'est une fête qui est également christique, c'est-à-dire que nous avons l'Orient et l'Occident qui se rejoignent petit à petit. Donc, l'Orient et l'Occident qui se rejoignent petit à petit au niveau des énergies bouddhiques, des énergies christiques. Et là, je ne parle pas forcément de religion, hein, je parle d'énergie, d'énergie en fait, cosmique. Et c'est pour ça que ça fait depuis quelques décennies que l'on voit apparaître cette grande fête du Vésac en Occident également, qui est fêtée en Orient par des milliers et des milliers de pèlerins. D'ailleurs, je parle bien de pèlerinage, puisque au moment de cette fête, qui est vraiment le summum, on va dire, et la clôture de cette fête, eh bien, ça se passe dans un endroit au Tibet, dans une montagne, et les gens vont en pèlerinage sur cette montagne pour fêter ces énergies hautement spirituelles puisque ces énergies christiques et bouddhiques eh bien, fusionnent en fait et se déversent pendant tout un temps, pendant quelques semaines. C'est pas juste un week-end, mais vous allez voir que le week-end de la pleine lune de mai, c'est la clôture en fait. Et le démarrage a lieu à la pleine lune précédente. Et là, nous y sommes puisque nous sommes le 24 avril. Donc, c'est un couloir alors, c'est beaucoup François Brousse qui en parle, un grand métaphysicien qui était un maître éveillé, un maître réalisé, et qui parlait justement de cette fête cosmique, de cette nuit cosmique. Donc, en parlant de nuit cosmique, on parle pas d'une seule nuit, mais on parle d'un couloir qui a une durée et qui s'étale de cette pleine lune à la pleine lune de mai. Donc, de ces deux fameuses pleines lunes. Et entre ce temps, eh bien, il y a tout ce couloir où on va pouvoir avoir l'opportunité de recevoir ces magnifiques énergies bouddhiques et christiques qui sont remplies d'amour, de compassion, euh, et elles sont là aussi pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre des choses, bien sûr, pour nous faire grandir dans notre spiritualité, dans notre croissance spirituelle, dans notre éveil spirituel, dans notre croissance personnelle. Bref, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité ou à l'éveil spirituel, eh bien, cette fête, cette nuit cosmique, en fait, elle est là pour nous faire grandir et ça, c'est chaque année. Alors maintenant, je voudrais revenir sur ce fameux démarrage parce que là, nous sommes le 24 avril et on pourrait penser que puisque le soleil est entré dans le signe du taureau et que la pleine lune se trouve dans l'axe soleil, taureau, lune, scorpion, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune du scorpion, on aurait tendance à dire, ben voilà, c'est le Vésac.
c'est la clôture du week-end du Vesak. Oui, mais il faut pas oublier comment dirais-je, en Inde, ils fêtent ça depuis des milliers d'années, et en Inde, ils n'utilisent pas la même astrologie que nous. En Inde, ils utilisent l'astrologie sidérale, et nous utilisons l'astrologie tropicale. Alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, juste pour vous remettre un petit peu, pour vous faire comprendre un petit peu les choses avec cette différence de l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale, où il y a une différence de calcul, puisque le Soleil dans l'astrologie sidérale se trouve environ à 25 degrés derrière, enfin avant, on va dire, c'est-à-dire que le Soleil, au lieu d'être ici, eh bien, il se trouve encore dans le Bélier. Voilà, voyez, puisqu'il est à 4 degrés ici du Taureau, ben, si vous enlevez 25, il se trouve j'ai pas fait le calcul, hein, mais enfin, voilà, entre 10 et 20 degrés du Bélier. Donc, pour les Indiens, nous ne sommes pas encore dans la pleine lune du Taureau. Je vais l'appeler comme ça, hein, parce que vous allez voir après, parce que le Vésak est en relation avec l'énergie du Taureau, c'est-à-dire avec l'énergie du mois de mai. Donc, pour l'astrologie sidérale, pour l'astrologie indienne, eh bien, nous aurons la pleine lune du Taureau, on va dire, la prochaine fois, c'est-à-dire au moment du 23 mai. Donc, vous voyez, déjà, il y a cette différence-là qui fait que tout le monde n'est pas d'accord sur l'entrée du Vésak, puisque il y a ces deux différences. Alors maintenant, pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une différence comme ça avec l'astrologie sidérale et l'astrologie occidentale, eh bien, c'est pas du tout le même style d'astrologie. L'astrologie sidérale est basée sur le calcul des constellations du zodiacal, on va dire. Alors que l'astrologie tropicale, celle que nous connaissons en Occident, est basée sur l'astrologie des saisons. Donc avec l'entrée du Soleil à 0 degré du Bélier et qui correspond à 0 degré du point vernal, qui correspond au point vernal. Ok, il y a à peu près 2000 ans, hein, voilà, à peu près 2000 ans, euh, on va dire que l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale avaient les mêmes positions. C'est-à-dire que quand un bébé naissait, eh bien, il naissait dans une portion du ciel qui était par exemple le taureau. Donc, on disait, il est du signe du taureau. Et l'astrologie des constellations se calquait sur l'astrologie tropicale avec la bande zodiacale qui est autour de la Terre. Ces 12 portions du Soleil qui sont divisées en parts égales. Et ça représente la bande zodiacale du Soleil, la bande zodiacale autour de la Terre. Pardon. Donc, vous imaginez, il y a 2000 ans, un bébé y naissait, eh bien, on avait par exemple la constellation du Taureau dans le ciel qui était alignée avec le signe du Taureau de la bande zodiacale de ces 12 portions divisées en parts égales, en 30 degrés, puisqu'un signe, ça fait 30 degrés. OK, mais voilà qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Il y a eu la précession des équinoxes, c'est-à-dire un petit peu un décalage qui s'est formé avec l'axe des pôles. La Terre, elle était, admettons, droite comme ça. Et petit à petit, alors, elle se décale, vous voyez, elle se décale, elle se décale, elle se décale comme ça. Pour faire un schéma rapide. Et donc, du coup, ça provoque, au moment des équinoxes, ça provoque une différence chaque année, tous les 72 ans, pardon, une différence de 1 degré avec la position du Soleil et des autres planètes d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que bah, ce décalage s'est prononcé de siècle en siècle. Et là, nous arrivons à ce fameux décalage qu'on appelle l'Ayanamsa et qui fait 25 degrés entre les deux zodiaques. Les deux zodiaques sont totalement, comment dire, valables. C'est juste deux écoles différentes. Et c'est vrai que l'école de l'astrologie tropicale nous sied bien en Occident parce que nous sommes dans les saisons. Et quand on parle de saison, on parle de saison tempérée avec les 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne.
Alors qu'en Inde et dans ces pays-là, eh bien, on n'a pas de climat tempéré, on n'a pas de saison, à part deux saisons, la saison sèche, la saison humide. Donc, nous, on s'est calqué sur l'astrologie des saisons, et qui d'ailleurs peut-être accentue plus sur la psychologie de l'être, et avec moins de déterminisme, avec une astrologie qui permet d'ouvrir son potentiel, qui permet d'exploiter son potentiel, de se libérer aussi, alors que l'astrologie indienne ou l'astrologie sidérale, ou l'astrologie védique aussi, on l'appelle comme ça, eh bien, elle est peut-être un peu plus déterministe, un peu plus, on va dire, fataliste. Voilà, on peut dire. Mais sinon, les deux écoles sont tout à fait valables parce que les résultats sont identiques finalement. On voit, il y a beaucoup de choses, c'est pareil. Donc, ça explique que aujourd'hui, dans cette pleine lune du 24 avril, nous sommes dans le signe du taureau, mais en astrologie indienne, nous sommes encore dans le signe du bélier, avec le soleil. Et donc, cette pleine lune, dans l'astrologie indienne, eh bien, elle se situe dans l'axe bélier-balance. Voilà. Donc, c'est la prochaine pleine lune, le 23 mai. Je crois que c'est le 23 mai, j'ai pas, il me semble de tête que c'est le 23 mai. Voilà. Euh, L'astrologie indienne fêtera la pleine lune avec dans l'axe taureau-scorpion. Et nous serons dans l'axe gémeaux-sagittaire. Voilà la raison pour laquelle la pleine lune du Vésac est fêtée en Inde le 20, lors de la pleine lune, lors de la pleine lune, là, le 23-24 mai. En général, ça dure toujours 2 jours, hein, parce qu'il y a toujours le summum de l'énergie. On est dans une énergie très puissante avec les énergies de pleine lune, hein. Dans les phases lunaires, ce sont les énergies qui sont les plus puissantes. On arrive au sommet de quelque chose ici quand on est dans l'énergie de la pleine lune, et puis après ça va redescendre, et l'énergie va redescendre avec jusqu'à la nouvelle lune où l'énergie va être complètement une nuit sans lune, hein, on appelle ça la nouvelle lune, où là on est plus en mode introspection et où l'énergie est beaucoup plus en rentrée. Donc, le démarrage de cette fête de ce Vésac, eh bien, c'est maintenant, hein, c'est le 23 avril. On va baigner pendant tout ce couloir, cette nuit cosmique, dans ces énergies du Vésac avec les bénédictions bouddhiques et les bénédictions christiques qui vont se déverser sur l'humanité. Évidemment, c'est comme un train qu'on met en marche, c'est-à-dire que là, on est en train de démarrer. Et ensuite, on va avoir le cœur qui se situe toujours vers le 7-8 mai, comme ça, où on va avoir le cœur de l'énergie de Shambhala ou l'énergie du Vésac. Et puis ensuite, la clôture se fait par cette immense fête en Orient. Voilà, j'espère que c'est clair et que vous avez compris mon langage. Sinon, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ou de vous répondre. Maintenant, on va parler un petit peu de cette pleine lune. Oui, aussi une chose importante, c'est que, vous voyez, toutes ces fêtes, tous ces rituels, toutes ces fêtes religieuses finalement, bouddhiques, christiques, euh, elles ont une origine céleste. Avant que ce soit des fêtes, par exemple, religieuses ou des fêtes ou des rituels ésotériques ou initiatiques, eh bien, elles avaient leur origine dans les étoiles. Donc, par exemple, je vais vous citer un exemple, la Pâque. Donc, la Pâque, elle existe depuis l'époque du christianisme, depuis l'époque du Christ. Eh bien, la Pâque, elle a été calculée, donc on parle du vendredi, samedi, dimanche, lundi de Pâques. La Pâque, elle est calculée tous les ans de la même manière, c'est-à-dire c'est la première pleine lune après le printemps, le 20 mars ou le 21 mars, pour certaines années, ça diffère. Lorsque le soleil rentre dans le signe du bélier au moment de l'équinoxe du printemps. À partir de ce moment-là, la première pleine lune qui va suivre va être quelques jours ou enfin quelques temps après.
ok, on a cette pleine lune qui arrive, donc dans le bélier balance, hein, dans l'axe bélier balance, et la Pâque va se situer le week-end d'après. Donc cette année, c'était le 25 mars. Le 25 mars, je crois que ça tombait un lundi. Et le week-end de Pâques, eh bien, est arrivé le 1er avril. Enfin, le lundi de Pâques, le 1er avril, mais le vendredi, un petit peu avant. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi saint, ce qu'on appelle la semaine sainte finalement? Qu'est-ce qui se passe le vendredi saint? Eh bien, il se passe quelque chose de magique. C'est-à-dire que si vous allez dans votre poulailler, si vous avez la chance d'avoir un poulailler et des poules à disposition, vous allez dans votre jardin et ce jour-là, vous prenez les œufs qui ont été pondus le jour du vendredi saint, ce jour-là seulement, donc il faut ramasser les œufs de la veille, hein, évidemment, pour voir la différence. Donc on ramasse les œufs la veille et puis le vendredi saint, on va chercher les œufs. Et ces œufs ont la particularité euh, de faire baisser la fièvre. Et ces œufs ont la particularité de ne jamais, jamais pourrir. Donc, les grands-mères le savaient, hein, elles allaient chercher les œufs du vendredi saint et elles les mettaient en haut d'une armoire. Et puis, lorsqu'on avait besoin, par exemple, un enfant qui avait une forte fièvre, on pouvait lui mettre un œuf du vendredi saint dans les mains ou tout proche de lui. Et sa fièvre baissait en 10-15 minutes, sa fièvre baissait voire de 2 degrés, de 3 degrés, tout dépendait si c'était des fortes fièvres ou pas. Donc, voyez un petit peu le miracle, la magie de la vie. La magie de la vie, c'est extraordinaire. Et pour autant, qu'est-ce qui se passe au moment de Pâques? On fête la Pâques avec les œufs de la Pâques. Donc, vous voyez, il y a une origine. Mais si on se base sur l'astrologie indienne, avec le vrai calcul des zodiaques, c'est-à-dire les calculs des constellations, eh bien, à ce moment-là, nous sommes dans l'énergie du poisson et non pas dans l'énergie du bélier, hein. Et dans l'énergie du poisson, eh bien là, on va parler de l'œuf cosmique. On va parler de ça, en fait, parce que la symbolique avec le poisson, d'une manière christique, on va parler de l'œuf cosmique. Et puis, l'énergie du poisson, c'est christique, c'est l'énergie christique. Donc, vous voyez, toutes ces fêtes, elles sont toujours en relation avec les étoiles et parfois on ne comprend pas ce qui se passe intellectuellement. Mais cette histoire d'œuf de Pâques, elle a son origine dans les étoiles, c'est-à-dire qu'avant, les anciens savaient pourquoi il se passait ça. Donc, quand je dis les anciens, ça remonte bien avant le christianisme. Ça remonte bien avant les 2000 ans. Donc, on a des miracles. Alors là, pour le coup, c'est un miracle vraiment qui est vu. Mais sinon, à chaque pleine lune, il y a de la magie dans ces pleines lunes, en fait, dans ces phases lunaires. Donc là, la magie de cette pleine lune de ce mois d'avril, eh bien, c'est le démarrage de ce Vésac où il faut être vigilant, alerte, pour prendre conscience de ces énergies hautement spirituelles qui vont se déverser sur la terre entière, sur l'humanité, et donc sur vous, sur moi, sur tout le monde. Et plus on est dans la conscience, plus on est proche du divin, plus on est proche de son soi, plus on est en tout cas en quête, et bien plus on est dans l'ouverture aussi de cœur, plus on est dans l'ouverture de réceptionner ces énergies, et plus on va recevoir, plus on va recevoir. Et voyez, dans l'énergie du taureau, hein, puisque là nous avons le soleil en taureau ici, dans l'énergie du taureau, et c'est vraiment les cornes d'abondance. Dans l'énergie du taureau, c'est relié à l'abondance, c'est relié aux cornes du taureau qui sont élevées vers le ciel. Hein. Ces cornes, c'est pas comme les cornes du bélier qui foncent et qui avancent. Les cornes du taureau, c'est relié au ciel. Donc en fait, les cornes, elles sont en réceptivité. Et d'ailleurs, dans la symbolique du taureau, d'un point de vue ésotérique, on parle bien de la corne d'abondance. On parle bien aussi de l'œil d'Horus. On parle du troisième œil, par exemple, puisque le taureau, l'énergie du taureau est reliée aux cinq sens, mais aussi au sixième sens, c'est-à-dire le troisième œil, l'œil de la conscience aussi. Donc, toute cette énergie du taureau, elle est très, très riche en symboles, en
en symbole initiatique. Et bien sûr que c'est un signe qui vient parler de la matière, puisque c'est un signe de terre. C'est un signe fixe. Donc fixe, ça veut dire on est en mode fixe, ça veut dire que la saison s'installe. Ici, pour nous, en tout cas dans nos climats tempérés, même si on a encore les giboulées de mars, c'est quand même la saison du printemps et on va avoir certainement du beau temps qui va arriver. Bref, dans cette énergie du taureau, on est dans cette énergie d'ancrage, dans cette énergie d'ancrer les choses et de recevoir. C'est un signe yin. Donc, yin veut dire féminin et féminin veut dire je reçois. Donc, je reçois ces énergies et je me mets à disposition. Je me mets sous la cascade pendant tout ce mois jusqu'à la pleine lune prochaine, en fait, qui va être une grande nuit cosmique pour bénéficier de ces énergies de Shambhala ou du Vesak qui sont hautement spirituelles pour nous aider à grandir. Alors maintenant, je vais vous parler un peu rapidement parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps, mais de ces deux faits majeurs parce qu'on a la grande conjonction Jupiter-Uranus où je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, donc vous pouvez aller la voir. Je vous mets le lien ci-dessous sur la grande conjonction Jupiter-Uranus qui est vraiment passé là, qui est complètement à 21 degrés, donc c'est-à-dire qui est tout à fait parfaite là. Et elle a eu lieu exactement le 21 avril, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ou tout au moins au moment de la pleine lune du 24 avril, elle sera encore tout à fait en conjonction parfaite. Donc, de 21 degrés, 22 peut-être, oui, 21 degrés, 22, bon, c'est encore très, très serré. Donc, nous baignons aussi dans cette grande conjonction qui, pour moi, est très, très positive, puisque, bon, je vais le répéter, mais la planète Jupiter, c'est une planète d'abord, c'est la plus grande planète du système solaire. Et en tant que telle, vous voyez, dans sa symbolique, c'est une planète qui donne de la puissance, qui donne de la croissance, qui amplifie, en fait, tout ce qu'elle touche. Donc là, elle touche quoi? Elle touche la planète Uranus. Et Uranus, c'est une planète qui vient nous parler de se libérer, qui vient nous parler de liberté, de fraternité aussi, de renouveau, de changement radical. Donc, en fait, ici, c'est vraiment cette grande conjonction, elle est là pour trouver notre libération. Et Jupiter accroît cette conjonction dans le sens de dire, allez, vas-y, prends toute ta place, parce que c'est vraiment prendre sa place. C'est une planète qui nous parle aussi d'intégration sociale. Donc, c'est vraiment une planète qui nous parle de prendre sa place dans tout l'espace aussi, puisque c'est une planète qui représente l'espace. Et Uranus, c'est la foudre. Donc, c'est lié, la foudre, au dieu de la foudre. Donc, c'est relié à quelque chose qui vient nous réveiller. La foudre, elle vient nous foudroyer, donc elle vient nous électrifier, elle vient nous réveiller. Donc, cette planète Uranus vient nous parler d'un grand réveil pour ceux qui sont bien sûr en quête de libération, en quête de la grande conscience, en quête d'éveil. Sinon, pour les autres, ça va pas avoir beaucoup d'effet. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un peu en quête de sens, en quête d'éveil, en quête de vous libérer en tout cas. Et donc, du coup, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique parce que c'est en plein dans l'énergie du Vésac, c'est en plein dans l'énergie de Shambhala. Cette conjonction elle va durer encore jusque fin mai pour moi, puisque Jupiter va rentrer, je crois, vers le 25 mai dans le signe du Gémeaux. Et Jupiter va rentrer une fois qu'il va rentrer dans le signe du Gémeaux, on va changer d'énergie. Donc ça, j'y reviendrai avec Jupiter dans le Gémeaux. C'est pas trop le propos là pour l'instant. Mais du coup, pour tout le monde ici, cette conjonction va durer jusque la prochaine pleine lune finalement. Donc, on va baigner dans cette conjonction de libération, d'avoir cette opportunité de se réveiller. Alors, le réveil peut être parfois brutal, parce qu'avec Uranus, c'est soudain.
Et puis, ça dépend aussi où ça se trouve dans votre thème, dans quelle maison ça se trouve, s'il y a une planète qui est là dans l'énergie du taureau, si vous avez, je sais pas moi, la Lune en taureau, ou si vous avez Mars ou Vénus, ou même de toute façon, parce que il y a d'autres planètes qui, par exemple, qui peuvent être dans le poisson et qui forment un sextile, enfin bref, là après, je vais pas rentrer dans les choses techniques, mais tout le monde va avoir l'occasion de vivre cette grande conjonction, mais dans des secteurs différents, puisque ça dépend dans quelle maison ça se trouve. Donc, dans des domaines de vie, on va dire, particuliers, peut-être pour certains. Et là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment avoir signe par signe, ben, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et puis sinon, d'une manière générale, c'est un grand réveil, de toute façon. Donc, soyez vigilants, soyez alertes. Et tout ça, c'est relié aussi à l'abondance, aux richesses intérieures. Euh, le signe du taureau nous parle aussi d'abondance et donc nous parle de ce côté matériel et de l'argent. Donc ça peut être aussi des rentrées d'argent, de la chance pour accroître votre vie matérielle ou votre vie financière. Enfin bref, il y a vraiment de très très bons aspects ici pour aller de l'avant et pour se libérer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour Jupiter-Uranus qui est en plein dans ces énergies de Shambhala. Et ensuite, nous avons le deuxième fait majeur qui se trouve être la planète Pluton qui se trouve ici, donc à 0,2, enfin à 2 degrés, on va dire, du Verseau, et qui se trouve en carré avec la Lune et avec le Soleil, c'est-à-dire se trouve en carré avec cette fameuse pleine Lune. Alors Pluton, c'est la planète déjà du Scorpion. Donc nous avons la Lune en Scorpion hein, et nous avons le Soleil en Taureau. Pluton, c'est la planète la plus lente du zodiaque. Donc Pluton, à tel point, et d'ailleurs elle est très très loin c'est la planète la plus lointaine. Et à ce propos, c'est vrai qu'elle est tellement petite comme planète, mais haut puissante, en tout cas pour les astrologues. Par contre, les physiciens, etc., ont décidé que ce serait une planète naine, une planète reléguée un peu, voilà, en disant, ben voilà, ça fait plus partie des planètes. Bon, moi, je la considère extrêmement importante. C'était le dieu c'était Hadès dans la mythologie, le dieu des enfers. Donc, elle vient nous parler de mort, mais elle vient nous parler aussi de résurrection. Elle vient nous parler de mort et de renaissance. Donc, cette planète qui est entrée dans l'énergie du Verseau et tout ça pour 20 ans, vient activer, vient réveiller cette énergie du Verseau et vient nous mettre dans la transition de cette ère du Verseau aussi qui pour certains a commencé, pour d'autres n'a pas commencé, mais peu importe. Dans l'énergie du Verseau, ici, on est en pleine transition dans cette ère du Verseau, de toute façon, qui va durer plusieurs milliers d'années. Donc, on a quand même un petit peu le temps voilà, de se préparer, enfin, comment dirais-je, de vivre cette énergie, cette ère du Verseau. Et pour l'instant, avant de vivre l'ère du Verseau et qui va vers l'âge d'or, finalement, eh bien là, on n'est pas du tout encore dans cette phase-là. On est plutôt dans la phase encore du Kali Yuga, c'est-à-dire dans l'âge de fer, l'âge de plomb, hein, l'âge de fer, et qui plonge l'humanité, eh bien, dans ses retranchements pour dire, mais c'est quand que tu te réveilles là? Sauf qu'il y a tout un pan de l'humanité qui chemine, on va dire, vers la mort. En fait, on aura besoin d'avoir la mort de l'humanité, donc d'une certaine façon ça peut être la mort d'une humanité parce qu'il peut se passer quelque chose au niveau que la Terre, elle se réveille. Bon, là, je parle pas, j'extrapole un peu, puis je sors un peu du sujet de la pleine lune. Mais c'est pour vous expliquer, la planète Pluton, elle peut provoquer beaucoup de cataclysmes. D'ailleurs, la conjonction Jupiter-Uranus également. Cette conjonction Uranus nous parle de la foudre. Jupiter nous parle d'exagérer. Et Uranus, dans un signe de terre, nous parle de cassure, elle nous parle de toute façon de cassure, Uranus, quel que soit le signe. Donc, dans un signe de terre, ça peut passer de cassure, de fissure, de tremblements, puisque le Uranus, c'est les tremblements, c'est les tremblements de terre, par exemple, qui vont provoquer des grandes inondations, des grands tsunamis.
Là, on est tout dans la Terre, dans l'énergie de la Terre. Et avec cette conjonction où Jupiter est si rapproché, ben, d'ailleurs, on le voit, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Alors, évidemment, vous allez me dire, ben oui, mais ça fait longtemps qu'il y a des choses qui se passent. Mais enfin, là, je trouve que c'est quand même beaucoup, 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 et c'est sûrement pas terminé. Et avec Pluton qui se trouve dans l'énergie du Verseau, eh bien, peut provoquer aussi des cataclysmes, des choses assez difficiles où la Terre, elle a besoin de se réveiller, puisqu'on a fait tellement de mal à cette Terre. Sur un autre registre, Pluton, qui va représenter pour nous, pour notre croissance personnelle, Pluton nous apprend à mourir à soi-même, nous apprend donc le détachement, nous apprend à avoir à gérer au niveau de nos pertes, de nos deuils. Alors après, c'est pareil, tout dépend dans quelle maison ça se trouve pour votre vie personnelle. Hein. Et, ça va être dans des secteurs différents selon les personnes. Mais le Pluton qui est en carré avec la Lune et qui est en carré avec le Soleil nous propose un défi. Là, c'est un grand, grand défi. Et c'est quoi comme défi que nous propose cette planète Pluton qui se met en quadrature avec la pleine Lune? Eh bien, le défi, c'est le défi d'une grande transformation. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment le challenge là pour cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, hein, de vraiment euh, se dire, mais comment est-ce que je peux lâcher certaines choses? Comment est-ce que je peux mourir à moi-même sur certaines choses? Donc des choses qui sont en relation aussi avec l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau qui nous parle d'amour universel, qui nous parle de fraternité, qui nous parle d'amitié, qui nous parle de technologie avancée, de regarder devant et de voir l'avenir d'être progressiste, d'avoir cet état d'esprit progressiste, d'avoir et d'être aussi dans l'innovation, dans le changement, dans l'innovation, dans l'originalité, dans la créativité. Enfin, c'est pas de choses, l'énergie du Verseau. Et là, comme c'est le premier décan, c'est le décan Uranus. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, les 10 premiers degrés, c'est le décan Uranus. Donc, ça risque de trembler et de trembler à l'intérieur de nous et de trembler aussi avec la Terre. Bon, mais de trembler pour la bonne cause, c'est-à-dire d'aller affronter aussi ses peurs, parce que Pluton, qui est quand même le dieu de l'enfer, si on doit aller voir nos propres démons ou nos propres peurs, nos propres enfers, ben c'est quand même pas réjouissant. Mais on ne peut pas rester dans des peurs, on ne peut pas rester Il faut traverser les peurs. Il faut en prendre conscience et il faut pouvoir les traverser. Parce que sinon, si on reste dans les peurs, on ne dépasse rien du tout et on ne se transforme pas. On ne lâche pas la peur, par exemple. Hein. Je donne un exemple. Donc, en fait, l'énergie de Pluton est inconfortable parce que elle nous pousse dans l'extrême pour nous dépasser, toujours nous dépasser, toujours nous dépasser. Mais aussi, elle nous met un coup de pied aux fesses pour dire, bon, ben, c'est quand que tu te réveilles, c'est quand que tu ressuscites à toi-même, c'est quand que tu as une nouvelle naissance. Et n'oublions pas que l'énergie du Verseau, c'est le verseur d'eau. Et quand vous regardez dans la symbolique, on voit souvent des anges qui versent l'eau dans l'énergie, dans la symbolique du Verseau. Le symbole que l'on voit ici du Verseau, ce sont, vous voyez, ça forme des vagues. Alors, c'est relié à des ondes. Ici, c'est un signe d'air. Et comme c'est un signe d'air, c'est un signe qui est relié à toutes les ondes qui sont dans l'air. Donc, les ondes cosmiques, les ondes, voilà, voilà. Et donc, du coup, cet ange qui verse l'eau, le verseur d'eau, ben, c'est un ange. C'est-à-dire que c'est comme si dans l'énergie du Verseau, on nous disait, mais tu peux recevoir cette eau l'eau du Verseau en fait. C'est pas encore l'eau du poisson, c'est l'eau du Verseau. C'est de l'eau angélique, c'est de l'eau qui vient
qui vient nous faire un pont entre notre mental inférieur et notre mental supérieur. Parce que Uranus, hein, qui est la planète du Verseau, c'est le génie. C'est le génie, c'est le mental supérieur. Euh, ici, Pluton nous invite aussi à ressusciter pour revenir de nos enfers, revenir de traverser nos peurs, apprendre le détachement, apprendre à mourir à soi-même pour renaître, mais renaître tout à fait autrement. Renaître tout à fait autrement. C'est la prise de conscience aussi. On peut la relier avec l'arcane 16. Pour ceux qui connaissent le tarot, c'est la tour foudroyée avec l'arcane 16 qui va venir nous parler de cellules, qui va venir nous parler au niveau cellulaire. Pluton, c'est une planète qui se trouve dans l'eau, mais c'est une planète dans l'eau acide, l'eau du Scorpion. Euh, Pluton qui est la planète maîtresse du Scorpion. Donc c'est de l'eau feu en fait, c'est comme de l'eau qui nous ronge. C'est une planète presque de feu qui va venir nous parler de cellules, de nucléaire, Pluton, plutonium. Ça déménage avec Pluton. Pluton, ça déménage, mais en souterrain, c'est-à-dire c'est tellement lent, c'est la planète la plus lente que ça se voit pas au premier abord. C'est pas comme Uranus qui tatapam, la foudre, et puis tout d'un coup, boum, on se réveille. Donc là, c'est vraiment un défi qui nous est proposé pour aller dans nos profondeurs malgré qu'on soit dans une pleine lune qui, elle, dit, ben voilà, nous sommes arrivés au summum. Et le cycle a commencé d'ailleurs à la nouvelle lune du 8 avril avec l'éclipse. Enfin, c'était le moment des éclipses. En tout cas, il y avait une éclipse totale solaire le 8 avril avec la nouvelle lune. Donc, on est dans un cycle ici, vous voyez, on a commencé avec la Pâque, avec la semaine sainte. Après, il y a eu le temps des éclipses. Maintenant, on est dans ce temps des éclipses, le 8 avril. Où est-ce qu'on a réussi à éclipser des choses? Est-ce qu'on a réussi à dépasser des caps? Avec l'éclipse qui vient nous donner aussi des révélations si on va si on apprend à s'observer, hein, bien sûr, si on est dans l'observation de soi, qui est une des clés pour notre avancement de la conscience, pour notre avancement spirituel, c'est déjà de s'observer et d'observer qui on est. Alors évidemment, l'astrologie elle aide hein, parce qu'elle nous donne beaucoup d'éclairage sur qui nous sommes vraiment et elle permet d'aller à la rencontre de notre être intime et surtout quand on fait aussi l'astrologie karmique, je le rappelle parce que du coup tout est lié, les vies passées, la vie-ci, etc., etc. Donc voilà ce que l'on peut dire de cette pleine lune qui est très riche. Et en sa thèse, bien, nous avons la pleine lune en taureau-scorpion, qui est pour moi donc le démarrage. Alors pour moi et pas seulement pour moi, parce que c'était un démarrage du Vésac que je veux dire, mais il y a ce grand métaphysicien François Brousse paix à son âme, il est parti en 1995. C'était un enseignement qu'il donnait aussi et que j'ai suivi et que je trouvais extraordinaire. C'était vraiment un maître réalisé. Et il expliquait, lui, que le Vésac, en fait, il commençait à la pleine lune, là, maintenant, et jusqu'à la pleine lune prochaine, et que le cœur de l'énergie de Shambhala ou de l'énergie du Vésac, eh bien, se produisait aux alentours du 7, 8, 9 mai. Voilà. Donc, c'est pas forcément de moi qui le dis, mais moi, j'ai essayé de comprendre. Et là, ce que je vous ai dit par rapport aux deux zodiaques, tropical, sidéral, j'ai essayé donc de comprendre pourquoi il y avait cette différence avec la fête de l'Orient et puis ici en Occident. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la grande conjonction qui est extrêmement bénéfique. Donc laissez-vous porter. Euh, Vous allez peut-être avoir des rêves, vous allez peut-être, en tout cas, ça risque de bouger. Alors si, par exemple, ça bouge au niveau de la santé, que vous avez tout d'un coup quelque chose au niveau de la santé, eh bien, sachez que pendant cette phase ici, c'est parce que peut-être que vous avez, voilà, il y a des configurations planétaires qui viennent vous parler de votre santé, mais c'est toujours dans le but d'évoluer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une épreuve dans votre vie, c'est toujours dans le but de vous réveiller, de vous réveiller. Et bien souvent, malheureusement, l'être humain est ainsi fait. C'est quand on est un peu au pied du mur
qu'on commence à se réveiller. Et en fait, bah, quelquefois, il nous faut passer par une épreuve de santé, une épreuve d'avoir une maladie pour dire, mais je peux plus fonctionner comme je fonctionne et stop là maintenant. Et voilà, ça provoque une prise de conscience, ça provoque un réveil. Donc, vous voyez, ça peut bouger aussi dans le sens dans lequel on s'attend pas. Mais quoi qu'il se passe, c'est vraiment pour le grand réveil, pour le grand réveil cosmique, quoi, de cette conjonction Jupiter-Uranus. Et Pluton, eh bien, vient nous parler d'un défi de lâcher, de lâcher prise, de lâcher des peurs, de lâcher, de mourir à soi-même, pour une magnifique transformation, pour une renaître à soi-même dans l'énergie du Verseau, donc de renaître à soi-même pour être plus en phase avec les énergies cosmiques qui nous entourent en ce moment, qui sont très très puissantes depuis quelques années ici, mais cette année, à chaque fois on dit cette année c'est plus encore, mais en 2025 il y aura d'autres choses, donc voilà. Donc, je vais terminer ici cette vidéo. Je suis ravie d'avoir pu partager avec vous toutes ces choses. Si vous avez des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les partager. Je répondrai si je peux. Je serai ravie de vous lire. Et puis sinon, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager au plus grand nombre, voilà, pour que cette vidéo puisse être vue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.